Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va parler de Pierre et Vacances. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la compagnie Pierre et Vacances? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. OK? Donc, quand on arrive sur ce genre de compagnie, hormis le fait de savoir qu'est-ce qu'on fait réellement, je vais mettre juste en français ici, d'accord, ça va aller très rapidement. Donc, on dit ceci. Pierre et Vacances est une société française spécialisée dans la fourniture de résidences de vacances. La société est engagée dans deux secteurs d'activité complémentaires, le segment du tourisme et la promotion immobilière. Donc, deux segments dans une même entreprise, tourisme, promotion immobilière. Donc, c'est deux segments qui ne réagissent pas de la même façon en période d'inflation. Faites attention par rapport à ça. OK? Il compte environ 45 800 appartements et maisons repartis sur plus de 282 sites en Europe et des enseignes renommées telles que Pierre et Vacances, Maeva, Center Park, Sun Park ou encore Adagio. Je m'en fous des enseignes renommées. Mon problème ici, c'est de savoir, est-ce que vous avez des free cash flow? C'est la question qu'on recherche. Donc, généralement, mon analyse il se base sur la stabilité des revenus, la croissance des revenus, les free cash flow, les PER moyens, la dette nette et le dividende si dividende il y a. Donc, on va repasser par l'ancienne méthode ici, qui est toujours la nouvelle méthode, qui ne va jamais disparaître. On va regarder présentement le revenu. Donc, Pierre et Vacances. D'accord? Valider. Financial. Et on regarde qu'est-ce que ça nous donne. Donc ici, sur Pierre et Vacances, en termes de revenus, nous avons des revenus stables. OK? Depuis 2019, on a une baisse des revenus. C'est normal. Covid étant passé par là, si on est dans le secteur du tourisme, ça peut avoir un impact totalement négatif. OK? C'est bien. Donc ça peut être compris. On peut donner une explication à ça. OK? Mais ça, c'est en regardant les chiffres, hein. Lisez les rapports financiers. Avant 2020, on avait une croissance importante. Maintenant, c'est bien d'avoir une croissance. En termes de marge brute, est-ce que la marge brute était stable ou croissante? On avait une stabilité des marges brutes. Et une croissance en 2020-2021. Ce qui veut dire que l'entreprise a peut-être un pricing power en 2020-2021. Mais attention, ça peut également être dû à une manipulation comptable. OK? La marge brute est élevée. Est-ce que la marge opérationnelle premier niveau est élevé? C'est la première question. Ici, la marge opérationnelle est totalement négative. Donc, on a des marges brutes élevées, plus élevées que d'habitude, mais on a des marges opérationnelles plus basses que d'habitude. Donc, en termes de marge opérationnelle ici, vous vous rendez compte que c'est une entreprise qui gagne difficilement de l'argent. Elle a des périodes où elle en gagne. Et en plus, la marge opérationnelle, ça ne veut pas dire qu'on gagne de l'argent. La marge opérationnelle, c'est avant les intérêts, c'est avant les taxes. Donc, après les intérêts et les taxes, on ne sait pas si on va gagner de l'argent. Donc, on regarde les net income, donc les net income margin. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Donc, net income margin, vous vous rendez compte d'une chose. Nous avons une entreprise en termes de bénéfices nets qui perd de l'argent en marge. Elle ne gagne pas d'argent, au moins depuis 2010. Déjà, point d'interrogation, vous ne gagnez pas d'argent depuis 2010. Pourtant, vous avez énormément de terrain, vous avez énormément de logements à louer ou des choses comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Donc, à ce niveau, je sais que mon argent ne va pas aller sur cette compagnie. Même pas, on n'a pas besoin d'avancer dans quoi que ce soit. Déjà, à ce niveau, je me rends compte que c'est un peu compliqué ce business-là. Soit il est mal géré, soit les prix sont tellement bas que l'entreprise ne peut pas être bénéficiaire. OK? Donc, la concurrence est également élevée. Si les prix sont bas, la concurrence est élevée. En termes de marge de free cash flow par rapport aux marges nettes, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on fait tac et tac. Qu'est-ce qu'on voit? Les free cash flow, parfois les marges nettes peuvent être négatives, mais les free cash flow positifs. Mais ici, on constate quoi? Les deux vont dans le même sens. Peut-être que les free cash flow vont dans le même sens, mais avec moins de vigueur que les marges nettes. Donc, on perd moins d'argent que prévu. C'est vrai, mais on perd de l'argent au moins minimum depuis 2006, avant la période de Covid. Donc, le Covid ne peut pas être une raison. C'est une société très mal gérée. Simplement. OK? Soit c'est une société très mal gérée, soit il y a trop de compétition dans le domaine.
Mais c'est clairement une entreprise dans laquelle je ne vais pas investir mon argent. Maintenant, s'il fallait évaluer cette entreprise, ok, je vais regarder le revenu, la tendance des revenus. Vous constatez ici que les revenus sont décroissants. Même si on s'arrête en 2019 avant la période de Covid, on a déjà une décroissance des revenus. Regardez 2017 à 2015, à 2019 ici, on a une baisse des revenus. Les marges en dents de scie, la dette nette, voilà, qui augmente. Mais attention, sur les 2 dernières années, je pense que la dette nette, il faut leur accorder un bénéfice du doute. Pourquoi? Parce que les manipulations, les lois comptables ont changé en Europe. C'est-à-dire que maintenant, si vous avez des loyers, si vous avez des engagements sur les loyers, vous devez considérer cela comme une dette. Or, ça ne se paye pas de la même façon qu'une dette. Les loyers se payent sur la partie opérationnelle du bilan et non sur la partie des free cash flow. OK? Donc, le 3 milliards, de 300 millions à 3 milliards ici, ça prend avec des pincettes. OK? Donc, si on veut évaluer cette entreprise, qui déjà, moi, je vous dis, ce n'est pas une entreprise de qualité. Parce qu'une entreprise de qualité a des marges stables, des revenus stables. C'est comme du papier, c'est comme de la musique, c'est réglé à souhait. Si vous prenez LVMH, on va faire simple. Hein. Regardez LVMH, ok? Qu'importe la situation, elle s'arrange à garder ses marges stables. C'est pour ça qu'on cherche la qualité, ok? Donc, quand on regarde LVMH ici, bon, l'information ne nous est pas donnée. Bon, je prends une entreprise américaine. Hein. On va prendre Apple. OK. On valide. Donc, quand on prend Apple, je vais sur Financial. OK. Voilà. Donc, compagnie technologique, business difficile à comprendre, parfois compliqué. Et vous remarquez que Apple a changé de figure à partir de 2001-2005. Regardez. Les net income sont de plus en plus élevés et ils sont stables. Ok, et il y a de bonnes chances qu'ils soient stables dans le futur. Et vous voulez me dire que sur une entreprise comme Pierre et Vacances, je dois mettre mon argent parce que c'est Pierre et Vacances. Je ne sais pas qui est Pierre, mais je m'en fous de ses vacances. D'accord? So, si je veux investir dans les vacances, je vais chercher BKNG, Booking.com, Booking Holding. C'est sur elle que je vais investir pour les vacances, d'accord? Parce que je n'aimerais pas que mon argent soit investi sur Pierre et Vacances, tout simplement parce que c'est français, ça peut rentrer dans un PEA. Et même si ça peut rentrer dans un PEA, excusez-moi, il y a énormément d'entreprises qui peuvent vous permettre d'investir dans ce secteur-là. Regardez Booking Holding, elle a souffert en période de Covid, mais elle se reprend présentement, ok? So, si vous allez regarder une entreprise comme Dufry, vous aimez investir dans les vacances, vous connaissez Dufry? Si vous avez été dans les aéroports, vous connaissez les Duty Free. Donc, Dufry, Duty Free, les deux vont de pair. D'accord? Cette entreprise a souffert pendant la période de Covid. Et pendant la période de Covid, elle s'est permis de faire une acquisition. Pour vous montrer à quel point elle vous emmerde. À quel point elle a des couilles solides. Excusez-moi, mais j'ai un langage fleuri de nature. Ça m'emmerde de parler d'entreprise, voilà, de manière douce. Oui, le revenu est monté. On s'en fout de ça. Pas que le revenu n'est pas monté, hein. Mais la voix, le ton, c'est important. Donc ici, Dufry, c'est une belle entreprise. Elle perd présentement en bourse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'achalandage dans les aéroports. Elle a des concessions. Quand vous allez faire les magasins dans les aéroports, vous payez dans les magasins de Dufry. Que ce soit le café, que ce soit les chocolats, que ce soit les parfums, que ce soit les vêtements. C'est des magasins qui appartiennent à Dufry. Allez-y, fouillez. Fouillez. Allez-y, regardez. Et c'est la 3e ou 4e fois que je parle de cette entreprise. D'accord? Regardez. Donc, on retourne sur notre entreprise qu'on appelait Pierre et Vacances. Donc, maintenant, je vais évaluer Pierre et Vacances. Comment est-ce que je peux évaluer une entreprise qui a des revenus, voilà, stables, on va se dire comme ça, parce que le Covid, c'est entre parenthèses, mais des marges erratiques. Comment est-ce que j'évalue cette entreprise-là? Ah ben, je peux passer par le... Si je connais un concurrent direct qui fait exactement la même chose, pas une compagnie comme Accor, je pourrais comparer les deux. Mais ici, je n'ai pas de... Enfin, qui me viennent en direct comme idée. Donc ici, je vais prendre la valeur d'entreprise sur le revenu. Valeur d'entreprise sur le revenu, c'est simple. Je viens ici, je mets le modèle. Je viens sur EV sur revenu multiple. OK. Donc, on arrive là. Le revenu en date d'aujourd'hui est aux alentours de... Bon, on va regarder ce que les analystes pensent. D'accord. GGG. D'accord.
GGG. Je sais pas pourquoi j'aime GGG. Sans doute parce que j'aime bien le boxeur Gennady Golovkin. Vous le savez, depuis que vous suivez la chaîne, je suis un amateur de boxe. Donc, s'il y a des amateurs de boxe ici, bonjour, salut. Donc, on continue ici sur Yahoo Finance. On va aller voir, on va aller voir ce que pensent les analystes par rapport aux prévisions. D'accord? Donc, on regarde ici, en passant à Disney Jump 6% after huge customer, subscriber and earning beats. Ça, c'est normal. Disney ne peut que beat ses earnings avec les Marvel, etc. Donc, je vous ai dit que le secteur des médias est assez déprécié. Donc, je parle de mes affaires comme ça de manière désinvolte, de manière à... Il n'y a aucun ordre dans ce que je dis, mais qu'importe la vidéo, moi, je vous dis toujours, regardez les entreprises. Quand un secteur est déprécié, il y a des opportunités. Warner Bros, Viacom, CBS, qui s'appelle maintenant Paramount, Disney, opportunité d'investissement. Dormez sur vos deux oreilles. Et vous voyez ici que les trending tickers, c'est Disney, NVTA, je ne sais pas c'est quoi, BNGO, Twitter, MTTR. Ça doit être Materon, un truc comme ça. Des compagnies de merde qui n'ont même pas de profit à la fin de la journée. Matterport. Ce sont les affaires des gens qui pensent au métaverse. Donc ici, je suis là pour Pierre et Vacances. Pierre et Vacances. Boum. Déjà, je vous dis, c'est une compagnie que je ne vais jamais acheter, qui ne m'intéresse même pas. Je m'en fous de savoir. Et même si tu me forces à acheter cette compagnie, tue-moi. Mieux. Parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel ici pour le moment. OK? Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être une compagnie extraordinaire. Mais ça ne sera pas avec mon cash. Donc, quand je viens ici au niveau des analystes... Combien d'analystes? Oh, il n'y a même pas assez d'analystes pour faire des prévisions. En termes de revenus ici, voilà, on a 1,470 milliard. OK. On va mettre... Et ici, on a à peu près en 2000... Oh, ça, c'est même 2012, 2011. Merde. Donc, vous voyez que même les analystes n'ont rien à faire de cette compagnie-ci. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez rien à faire, mais à la fin de la journée, il n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent. Donc, ici... Admettons qu'on puisse revenir aux alentours de ce qu'on a connu avant la période de Covid, ok? Je vais être gentil, ok? On avait 1,7 milliard de revenus, ok? Donc, je viens ici, je mets à peu près 1,7 milliard. Rappelez-vous, c'est Enterprise Value sur valeur d'entreprise sur le revenu, 1,7 milliard. Donc, le revenu ici, par rapport à l'historique de l'entreprise, c'est 0,26 fois les revenus. Donc, on met ici 0,26. Ici, la moyenne, c'est 0,49. D'accord? 0,49. Et ici, c'est 4,17 fois les bénéfices le plus haut. Je ne prendrai pas 4,17 fois, je vais prendre une fois. D'accord? Qu'importe la situation, vous vous rendez compte que l'entreprise est surévaluée. OK. Admettons que ici, les bénéfices nets ne soient pas exactement ce qu'on présente ici, parce que je vous ai dit que c'est une entreprise qui prend en considération les loyers comme étant de la dette. Or, les compagnies européennes, je ne sais pas pourquoi ils le font, mais c'est un véritable casse-tête. C'est quelque chose à prendre en considération. La dette nette ici est de 745 millions. Donc, 745 millions, c'est la dette nette. Quand on arrive ici, si la dette nette était de 745 millions, on aurait un élément négatif ici. À 0,49 fois les revenus, si la dette nette était 745 millions, ça allait nous donner une valeur de combien? 833 moins 745, ça donne ici 88 millions divisé par le nombre d'actions à 10 millions. Enfin, 9,88, donc je vais mettre 9,8, ça donne 10 millions. Ça donne ici une valorisation à peu près aux alentours de 8 $ l'action. Est-ce que c'est ça? Point d'interrogation. Parce que ici, il faut prendre en considération que c'est une entreprise qui a décidé d'augmenter le nombre d'actions disponibles. OK? Donc, en réalité, ces actions disponibles ne sont pas de 8 millions ou de 10 millions fois 10. D'accord? Divisé par le nombre d'actions ici, en date d'aujourd'hui, 38 millions. Divisé par 38 millions, on a à peu près 2,31 €. On coûte à combien? 2,15 €. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, 1,7 milliard. 1 milliard 700 moins 750 divisé par 38 millions d'actions. On est à combien? 25 $ l'action. Jamais de la vie je vais acheter cette compagnie à 25 $ l'action. C'est même pas possible. Même à une fois les bénéfices, même ça, même moi, ça me fait peur. Donc, cette entreprise-ci, la valorisation va se retrouver aux alentours de 0,4 fois. 0,49 fois les revenus. Le milieu, la moyenne, je préfère. OK? Donc, ici, on n'a pas d'opportunité d'investissement. Cette entreprise-ci ne mérite même pas être dans un quelconque portefeuille. Donc, on va se limiter là
Et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Cette compagnie-ci, au mieux, elle est dans les 2,50 $ par là. Mais sinon, elle ne mérite même pas une place dans votre portefeuille. Merci à vous.